Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings de l'œuvre proposée dans cet épisode sont la mort, le deuil, la dissection, la violence hors champ, l'abandon parental. Je resterai sobre et me centrerai sur l'analyse littéraire, l'histoire du texte et sa portée éthique. On croit connaître Frankenstein parce que l'icône a tout changé. Des boulons dans le cou, des éclairs, un savant fou en blouse. Oublie tout ça 2 minutes. Le roman de Mary Shelley, publié anonymement en 1818, puis révisé par l'autrice en 1831, n'a rien d'un simple conte gothique. C'est un laboratoire narratif et moral. D'un côté, la modernité scientifique qui s'emballe, de l'autre, une méditation sur la responsabilité de celui qui crée, parents, artistes, savants, législateurs. Entre les deux, une voix qu'on entend trop peu, celle de l'être qu'on appelle à tort Frankenstein et qui n'a même pas de nom. En 1816, la villa Diodati, près de Genève. Byron Polidori, Mary et Shelley, 18 ans, à qui l'on propose d'écrire une histoire de fantôme. Elle livre un projet qu'elle mûrit la nuit. Un étudiant en sciences assemble un corps à partir de fragments, y insuffle la vie, s'en effraie, le fuit. La créature, rejetée, apprend seule, demande une compagne, se heurte à un refus, puis se venge. Cette histoire n'a pas surgi dans un vide. Mary est la fille de la philosophe Mary Wollstonecraft, auteure de Vindication of a Right of Woman et du penseur radical William Godwin. Dans sa bibliothèque familiale circulent Rousseau, Milton, des pamphlets politiques. Ce contexte compte. Le roman n'est pas une farce macabre, c'est un texte intellectuellement armé. La première édition de 1818 est plus nerveuse, plus politique et plus ambiguë quant au destin. L'édition révisée en 1831 ajoute une préface biographique, accentue la part du fatalisme et atténue certains angles radicaux. On caricature parfois 1818 avec révolte, 1831 avec repentir. C'est plus subtil, mais la différence existe. Lire les deux, c'est mesurer comment Mary Shelley recompose son propre récit à la lumière du deuil, parce qu'à cette période, elle a déjà perdu plusieurs enfants, et de la mort de Percy Shelley en 1822. Ce n'est pas un détail, le registre de la fatalité pèse davantage en 1831, là où 1818 insiste sur la chaîne des choix. L'architecture est l'une des trouvailles du livre. Nous lisons d'abord les lettres d'un capitaine, Robert Walton, qui rêve de gloire arctique. Il recueille un naufragé, Victor Frankenstein. Victor raconte sa vie, études, ambitions, l'animation ratée, la fuite, la série de catastrophes. Au cœur du récit de Victor, la créature parle à son tour et livre son building romance. Comment a-t-elle appris la langue, la morale, l'injustice? Puis ressort créature, Victor, Walton. Ce système de cadre n'est pas décoratif. Il produit une incertitude méthodique. Qui croire? Que manque-t-il à la version de l'un pour compléter celle de l'autre? Mary Shelley ne dit pas la vérité. Elle juxtapose les perceptions qui se contredisent et se répondent. Victor n'est pas un boogeyman hystérique. C'est un étudiant sérieux, passé par les natural philosophers d'hier, Agrippa, Paracels par exemple, et par la chimie expérimentale toute récente. Son défaut n'est pas la haine, c'est la vanité et la fuite. Il veut percer le secret du ciel et de la terre, puis, lorsque ça marche, il se sauve. Cette démission inaugure le drame. L'acte fondateur de la violence n'est pas donner la vie, c'est l'abandonner. Chez Shelley, le mal ne naît pas d'un laboratoire mal éclairé, mais d'un parent qui ne reconnaît pas son enfant. La créature, nommée, c'est déjà situé. Le roman évite le nom propre. On dit demon, fiend, wretch, creature, l'être, le monstre. Ce refus n'est pas anodin. La dénomination fait partie de la dépossession. Pourtant,
Sa voix est l'une des plus belles du 19e siècle anglais. Une prose articulée, complexe, nourrie de lectures, capable d'analyse morale. Le monstre n'est pas une bête, c'est une conscience blessée. Et Shelley donne au lecteur tout ce qu'il faut pour comprendre, pas excuser, comment on fabrique une tragédie sociale à partir d'un refus initial. Le motif le plus célèbre, animer la matière morte, n'est pas l'axe moral principal. Shelley déplace la question. Que doit le créateur à sa créature? Victor assume l'ivresse de l'invention, pas le travail d'après. Dans la perspective romantique et politique de Marie, le créateur est responsable du bonheur possible de ce qu'il a mis au monde. Cette responsabilité a des noms: soins, éducation, contrat. L'horreur commence quand ces mots sont absents. Voilà pourquoi Frankenstein est toujours cité dans les débats sur l'IA, la biologie de synthèse, les algorithmes. Le problème n'est pas « peut-on », c'est « que fait-on de ce qu'on a fait et pour qui ?» Le roman est souvent lu comme une allégorie de la naissance. Victor fabrique un être sans mère. On a beaucoup écrit sur le geste d'une jeune femme qui, ayant connu la perte d'enfants et les douleurs d'accouchement autour d'elle, construit une fiction où la maternité est effacée par la technique et punie par la suite. Attention aux simplifications. Mary Shelley ne dit pas « on paye quand on contourne la mer ». Elle montre un déséquilibre. Sans soins, sans reconnaissance, pas de lien. L'enfant de Victor n'est pas contre nature, il est sans parents, et ça c'est complètement différent. Le cœur le plus bouleversant du roman, c'est la période d'apprentissage de la créature. Elle observe en secret une famille pauvre, les Delacey. Apprend les mots, lit quelques livres ramassés, tels que Plutarque, Goès, Milton. Elle découvre la vertu, l'amour, la révolte, puis la chute. Elle rêve de fraterniser, parle à l'aveugle, puis tout s'effondre quand on la voit. Ce chapitre vaut un traité entier de philosophie morale en action. L'éducation façonne la personne, mais la société statue d'abord sur l'apparence. Je suis malheureux parce que je suis seul et que je suis laid. La formule condense l'injustice. À partir de cette scène, la vengeance n'est pas innée. Elle est apprise au contact du refus. La créature coche de nombreux critères de l'humain. Langage, mémoire, empathie et sens moral. Ce qui lui manque, c'est la reconnaissance. Le roman pointe une vérité dure. L'humain n'est pas seulement une essence, c'est une relation. Shelley démasque ainsi un mécanisme social. L'exclusion produit des monstres qu'elle désigne ensuite comme preuve de sa propre justesse. C'est glaçant parce que c'est vrai bien au-delà de l'univers gothique. Le pivot narratif, la demande d'une femelle, est l'un des passages les plus commentés. La créature veut un père, P-A-I-R, non pas un jouet ou un contrat de retrait. Victor commence l'ouvrage, panique, puis il détruit l'ébauche. Les raisons invoquées sont la peur d'une descendance, la possibilité d'un refus de la part de la future créature, la crainte d'une prolifération. D'un point de vue éthique, la scène est explosive. Victor refuse par précaution un droit élémentaire, ne pas être seul. Shelley n'absout pas ce refus. Elle le rend tragiquement compréhensible. Le lecteur est pris en étau. Il voit le risque systémique et la souffrance singulière. C'est là que le roman est grand. Il nous habitue à penser en même temps le bien commun et la dette envers l'individu. Le romantisme du livre n'est pas un décor de montagne. La nature y a une fonction psychique. Victor, écrasé par la culpabilité, trouve des répits dans le sublime alpin, les glaces et les lacs. L'être aussi éprouve le monde, la chaleur d'un feu, l'odeur d'un bois, la morsure de l'hiver. Mais Shelley ne sert pas un baume pastoral. La beauté soulage sans résoudre. Le sublime ne remplace pas l'éthique. Et quand le roman se ferme sur la banquise, cette beauté finale devient un procès. Nous sommes allés au bout du monde pour fuir la responsabilité, et le monde nous réverbère notre visage. Frankenstein n'est pas seulement affaire de laboratoire, c'est aussi un roman sur la justice qui se corrompt. Justine, accusée à tort, accepte la faute pour échapper à la torture psychique. Elle meurt innocente. Cette séquence met à nu un système de preuves moralement biaisé. Une communauté qui préfère la clôture, avec quelqu'un qui paye, plutôt que la vérité. Autrement dit, le droit bien intentionné peut produire de l'injustice. Shelley, formé aux écrits politiques de son père, inscrit ici une critique sociale. Nos institutions fabriquent du mal quand elles préfèrent la paix symbolique à l'enquête.
Dans la version de 1818, Victor a l'air plus agent de son malheur. Il choisit, rate et fuit. En 1831, le motif d'un destin plus fort que lui est plus appuyé. Rêve funeste, pressentiment, providence qui punit. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que la lecture moderne préfère la chaîne des causes humaines, éducation, choix, peur, là où l'époque de la révision cherchait plus volontiers une morale providentialiste. Les deux cohabitent, les lecteurs peuvent choisir. Personnellement, je trouve 1818 plus tranchant. Le roman y gagne en responsabilisation. Revenons à la forme. Walton, Victor, la créature. 3 regards, 3 temporalités. Walton écrit au présent de l'exploration. Victor raconte après coup dans une langue plus élevée. L'être parle avec une prose méditative qui étonne par sa beauté. L'emboîtement fait 2 choses. Il produit du doute et il élargit la portée. La dernière page, où l'être se retire sur la banquise pour se consumer, referme le cercle. Walton a sa leçon. Nous avons la nôtre. On caricature parfois Shelley en auteur gothique, mais sa prose est modulée. Victor est lyrique quand il se perd dans la nature, fiévreux lorsqu'il parle du laboratoire, presque juridique quand il cherche à prouver sa lucidité. L'être, lui, est classique. Ordre logique, fréquence, capacité à théoriser son cas. Cette distribution n'est pas neutre. Elle démolit l'idée qu'un corps monstrueux emporte une parole monstrueuse. Shelley inverse le cliché. C'est souvent la créature qui élève le débat et Victor qui trébuche. Le sous-titre de l'œuvre, The Modern Prometheus, est un mode d'emploi. Prométhée vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Ici, Victor force la vie et en refuse les charges. Le Prométhée moderne n'est pas puni pour avoir osé, mais pour avoir abandonné. Paradise Lost intrigue le roman. La créature se lit parfois comme Adam, parfois comme Satan. Rousseau affleure dans l'idée que l'homme naturel est bon tant que l'on ne l'abîme pas. Shelley est beaucoup plus sombre. La bonté a besoin d'accueil. Coleridge, dans The Rime of Anson Mariner, sous-entend la trame arctique. Un récit d'excès et de pénitence au bout du monde. La main qui se tend, celle de l'être vers Victor, celle de l'être vers l'aveugle de l'essai, le regard refuse, on hurle en voyant. Le feu, chaleur, cuisine, savoir, puis incendie de la chaumière, ambivalence de la technique. Le feu, la glace. Shelley construit un réseau symbolique, simple et obsédant. Chaleur égale lien, brûlure égale perte, froideur égale lucidité, banquise égale négation. Rien n'est appuyé, tout revient assez pour travailler l'inconscient du lecteur. On oublie que Frankenstein traverse Genève, Ingolstadt, l'Écosse, l'Arctique, et même des fragments de la Turquie via l'histoire des Delacet. Ce cosmopolitisme n'est pas touristique. Il situe les personnages dans des systèmes. Famille patricienne, exil politique, paysanne incriminée. Shelley voit le privilège de Victor, homme, riche, mobile, et oppose à ce confort des vies qui encaissent. Elle ne condamne pas en bloc. Elle montre comment, sans garde-fous moraux, le privilège devient inconscience. Les films, puis les réécritures récentes, ont leur beauté, mais ils ont écrasé le roman sous 2 raccourcis. Premièrement, le monstre serait inférieur intellectuellement, et ça c'est faux dans le texte. 2, l'intérêt du livre serait l'animation, alors que l'intérêt majeur est l'après. L'avantage, c'est que relire Mary Shelley aujourd'hui a un effet de déchoc. On découvre un roman d'idées travesti en épouvante. Et c'est réjouissant, parce que ça rend au genre son ambition. L'horreur peut être un outil conceptuel. Il n'y a rien d'anachronique à mettre Shelley au regard de technologies actuelles. Ce que le roman pince, c'est l'asymétrie entre le pouvoir de faire et la volonté de répondre. On peut y lire nos intelligences artificielles libérées dans la nature sociale sans cadre, nos bricolages biologiques sans politique du soin, nos plateformes qui créent puis désavouent les effets collatéraux, nos chaînes techno-industrielles qui inventent et délèguent à d'autres l'après-vente humain. Shelley n'offre pas de solution. Elle impose une question. À qui revient la charge morale d'un acte créatif ? Si ta réponse est « pas à moi », tu es déjà du côté de Victor au moment de la fuite. Alors quelle version choisir ? Celle de 1818 ou celle de 1831 ? Si tu veux le tranchant politique et l'ambivalence maximale, 1818.
Si tu veux la version canonisée par l'autrice où l'aveu biographique pèse et où le ton est plus moral, 1831. Les deux se lisent très bien. Lire des extraits en parallèle, la genèse, la demande de compagne, la fin arctique, montre comment une même scène peut se teinter différemment selon la philosophie du moment. Dernier point, et j'y tiens, on peut lire Frankenstein comme un roman d'horreur victorien, vibré à la neige, à la poursuite, au crime. On peut et on doit aussi l'ouvrir comme un manuel de responsabilité. On répond à ce qu'on fait, on nomme ce qu'on a mis au monde, on reste, on éduque, on repart quand on peut. La créature n'est pas un argument contre la science, elle est un procès contre l'abandon. 3 gestes me semblent résumer la leçon de lecture. Premièrement, rester. Victor a fui au moment précis où il fallait approcher. Toute création, un enfant, une œuvre, un outil, une loi, exige un après. Le roman n'est pas anti-progrès, il est anti-désertion. Deuxièmement, reconnaître. La créature devient monstre parce qu'on la prive de nom et de regard. Dans la vie réelle, l'exclusion s'adosse souvent à ce double geste. On dénomme et on dévoie, puis on constate la déchéance qu'on a produite. Shelley force à voir ce mécanisme. Troisièmement, renoncer au rêve de pureté. Walton apprend à rebrousser chemin. La gloire arctique est moins importante que la vie de son équipage. Dans un monde qui nous pousse à la performance et à l'exploit, cette capacité de renoncement peut être la vertu la plus moderne du livre. Alors oui, Frankenstein est un chef-d'œuvre gothique, mais c'est surtout un roman d'idées incarnées, qui pense la technique à hauteur d'humain. Si tu le relis après cet épisode, fais-le avec cette boussole. La scène la plus importante n'est pas celle des éclairs, c'est celle d'une main tendue qu'on n'attrape pas. Toute l'horreur tient dans cette seconde, et toute l'éthique aussi. Voilà pour cet épisode sur une œuvre majeure, Frankenstein. J'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, et si tu souhaites venir prolonger le débat à mes côtés sur Instagram, je te retrouve à 50 nuances d'horreur. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.